Kiev fait semblant de négocier la fin de la guerre. Les accusations lourdes de Moscou contre le gouvernement ukrainien qui lui renvoie l'accusation. L'ONU doit négocier l'évacuation de Mariupol avec la Russie. Le message de Kiev au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est attendu ce mardi à Moscou. Pas d'alliance pour Marine Le Pen aux législatives de juin. Le Rassemblement national ne souhaite pas négocier avec les autres partis d'extrême droite, malgré les appels à l'union. 43 milliards d'euros pour acheter Twitter. L'homme d'affaires Elon Musk s'offre la plateforme de discussion. Il veut changer les règles de modération. Il y a un réel danger de troisième guerre mondiale. Le ministre russe des Affaires étrangères l'affirme dans une interview donnée à la télévision publique. Sergueï Lavrov accuse le président ukrainien de faire semblant de négocier. Beaucoup d'entre nous sont convaincus que la réelle position de l'Ukraine est déterminée à Washington, à Londres ou dans d'autres capitales occidentales. C'est pourquoi nos analystes politiques se demandent pourquoi parler avec l'équipe du président ukrainien Zelensky. Nous avons besoin de parler aux Américains, de négocier avec eux, de trouver un accord. Nous continuons à négocier avec l'équipe mise en place par Zelensky et ces contacts continueront. Mais ça serait utile de parler aux Américains. Mais nous n'observons aucun intérêt de leur part à établir le contact, que ce soit sur l'Ukraine ou sur d'autres sujets. Kiev récuse ces accusations et affirme que Moscou fait le choix de la guerre plutôt que de la négociation, notamment en bombardant de nombreuses villes durant ces derniers jours. Le président Volodymyr Zelensky demande aux Ukrainiens de résister encore aux troupes russes et de tout faire pour rendre leur présence insupportable. Tout le monde est d'accord sur une chose, même ceux qui officiellement ne nous soutiennent pas. C'est en Ukraine que se joue l'avenir de l'Europe, l'avenir de la sécurité mondiale et l'avenir du système démocratique. Si l'armée russe concentre son offensive dans l'est du pays, elle continue à frapper l'ensemble du territoire, parfois à des centaines de kilomètres du front. Les Russes bombardent tout le village, de façon chaotique, en quelque sorte. Nous ne voyons pas la logique de ces bombardements. Une fois, ils visent les chemins de fer, l'autre fois les installations industrielles, et le jour suivant, des zones d'habitation. L'état-major russe prétend avoir détruit des équipements ferroviaires dans plusieurs régions, une information confirmée par Kiev. Plusieurs gares ont été touchées dans le centre et l'ouest du pays, tuant au moins 5 personnes. Les Russes veulent éviter l'arrivée d'armes sur le front de l'Est. Aucun accord n'a été conclu lundi pour créer un couloir humanitaire permettant l'évacuation des civils et combattants ukrainiens terrés dans l'usine Azovstal à Mariupol. C'est ce qu'affirme Kiev, qui souhaite que l'ONU négocie un accord avec la Russie pour évacuer les habitants de la cité portuaire. Le secrétaire général de l'ONU est attendu à Moscou ce mardi, puis à Kiev jeudi. Un itinéraire que les autorités ukrainiennes ont par ailleurs un peu de mal à digérer. Une longue tradition diplomatique veut que l'on se rende à Kiev avant d'aller à Moscou. Mais nous pouvons à la limite nous accommoder d'une telle déception. En revanche, nous mettons en garde Antonio Guterres sur un éventuel piège diplomatique. Et deuxièmement, sur la teneur des discussions. Ce que nous lui demandons, c'est qu'au lieu de se concentrer sur des questions générales, comme un cessez-le-feu complet et global, qui reste important, car ce que fait la Russie sur le champ de bataille n'est tout simplement pas acceptable. Il devrait se concentrer sur la question principale, à savoir l'évacuation de Mariupol. L'immense usine Azovstal est le dernier réduit contrôlé par les forces de Kiev à Mariupol. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, environ 1 millier de civils et des centaines de blessés y sont retranchés dans des conditions catastrophiques. La Russie accuse quant à elle les autorités ukrainiennes d'avoir empêché une évacuation des lieux malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par l'armée russe. Au lendemain de sa défaite à l'élection présidentielle, Marine Le Pen prépare déjà les législatives.
La candidate du Rassemblement national veut représenter l'opposition à Emmanuel Macron pour ce nouveau quinquennat. Elle n'a pas répondu à la main tendue de l'autre parti d'extrême droite, Reconquête, fondé par le polémiste Éric Zemmour. D'abord, on va regarder un peu les idées, les enjeux, les idées, le programme, ce qu'on veut faire avec ces élections législatives, comment on peut au mieux incarner l'opposition demain, puisque les Français ont décidé en envoyant Marine Le Pen au second tour quelle était la chef de l'opposition. Et donc, on va faire ce travail, puis viendra le temps des hommes, du choix des hommes. Vous savez, nous, on est ouvert à soutenir des candidats qui ne sont pas de notre mouvement forcément. Après, les alliances de partis, c'est autre chose. Je crois que ça, c'est peut-être en réalité un peu moins intéressant. L'alliance de l'extrême droite s'annonce donc compliquée. Le Rassemblement national espère pouvoir s'en passer. Il faut dire qu'il a essuyé les critiques et les attaques du parti Reconquête pendant toute la campagne et même au soir des résultats. Les cadres de l'autre parti d'extrême droite jugent Marine Le Pen incompétente alors qu'elle réalise un score historique. Marine Le Pen, même si c'est une défaite, évite l'humiliation de 2017. C'est une défaite honorable. Elle progresse également en nombre de suffrages. Elle progresse de plus de 2 millions de suffrages par rapport à 2017. Véritablement, depuis maintenant 40 ans, ce courant politique n'a cessé de progresser. Donc oui, pour une victoire claire et nette d'Emmanuel Macron, mais malgré tout, on a pu mesurer, et on le savait déjà, mais on a pu remesurer à cette occasion que le Rassemblement national est bien installé dans notre pays. Marine Le Pen a réussi à dédiaboliser l'image de son parti, une stratégie menée depuis qu'elle en a pris la tête il y a plus de 10 ans. Elle est plutôt populaire, elle a su donner d'elle une image sympathique. Ceux qui veulent l'évincer pour fonder une grande union à l'extrême droite auront du mal à la laisser de côté. Twitter passe entre les mains du milliardaire Elon Musk. L'homme d'affaires sud-africain avait fait une première proposition de rachat du réseau social il y a 2 semaines. Il se l'offre finalement pour plus de 40 milliards d'euros. J'espère que même mes pires critiques resteront sur Twitter. C'est ce que signifie la liberté d'expression, a tweeté le patron de Tesla et de SpaceX. Musk est un des critiques de la plateforme et il veut transformer ses règles de modération. Ce libertarien les assimile à de la censure. L'année dernière, Twitter avait supprimé le compte de l'ex-président américain Donald Trump pour incitation à la violence après l'assaut du Capitole. Trump exclut un quelconque retour. À Washington, Joe Biden laisse entendre son inquiétude. Peu importe qui détient ou dirige Twitter, le président est depuis longtemps préoccupé par la puissance des grands réseaux sociaux. Le pouvoir qu'ils ont sur notre quotidien plaide depuis longtemps en faveur de leur responsabilisation pour les torts qu'ils créent. De nombreux responsables politiques s'inquiètent de l'arrivée d'Elon Musk à la tête de la plateforme. Pour beaucoup, Twitter ne lutte déjà pas assez contre la haine et la désinformation pour ses 330 millions d'utilisateurs. Ce lundi marquait le 90e anniversaire de l'armée populaire révolutionnaire de Corée. Lors d'un défilé militaire géant organisé à cette occasion à Pyongyang, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé son intention de renforcer et développer l'armement nucléaire de son pays. La Corée du Nord redouble d'efforts pour moderniser son armée en dépit de sévères sanctions internationales. Elle s'appelle Sœur Andrée. Cette religieuse française de 118 ans, déjà doyenne de France, est devenue la nouvelle probable doyenne de l'humanité après la mort annoncée lundi de Ken Tanaka, une japonaise de 119 ans. Sœur Andrée est née le 11 février 1904 à Alès, dans le sud de la France, et vit aujourd'hui à Toulon avec d'autres religieuses de la Compagnie des Filles de la Charité. Football anglais contre football espagnol. Manchester City contre le Real Madrid ce mardi soir en demi-finale allée de la Ligue des Champions. On va souffrir, prévient Pep Guardiola pour ce match face au roi de la compétition. Les Anglais finalistes l'an dernier rêvent d'un premier sacre en Ligue des Champions. Pour les Citizens, jouer contre Madrid est un test incroyable. Être là dans les dernières étapes avec les meilleures équipes du monde en Europe, être ici, c'est bien. Maintenant, nous essayons d'être nous-mêmes, de bien rivaliser et nous devons faire 2 matchs exceptionnels pour atteindre la finale. Et j'espère que nous pourrons le faire. Les Merengues, eux, ne rêvent que de victoire finale au Stade de France après celle remportée contre Valence en 2000. Leur atout numéro 1, Karim Benzema, bourreau du PSG de Chelsea au tour précédent, auteur de 7 buts sur ses 3 dernières soirées européennes, le Français pourrait une nouvelle fois faire la différence.
L'autre demi-finale mercredi sera aussi anglo-espagnole. Liverpool devra se méfier de Villarreal qui a dompté la Juventus puis le Bayern. Les Espagnols atteignent le dernier carré pour la deuxième fois de leur histoire.